Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un sujet de grand oral possible pour la physique, qui est un phénomène que tout le monde connaît, à savoir les mirages. Alors les mirages, on les voit plutôt dans le désert ou dans la mer, mais on peut aussi très bien les voir sur la route, et justement on va expliquer ce phénomène des mirages, et on va voir que ça fait intervenir notamment la loi de Descartes. Alors on va d'abord faire un petit rappel sur la loi de Descartes, et puis après on verra en quoi la loi de Descartes peut nous expliquer le phénomène des mirages, et après on va faire des calculs qui vont nous permettre d'expliquer encore plus précisément. Donc je rappelle que la loi de Descartes, c'est quand on a ici une surface de séparation qui sépare deux milieux d'indices différents, ici que je vais appeler par exemple N1 et ici que je vais appeler N2. Je rappelle que l'indice d'un milieu petit n est égal à C sur V, avec C la vitesse de la lumière dans le vide et V la vitesse de la lumière dans le milieu en question. Et on a ici un rayon incident qui arrive sur la surface de séparation qu'on appelle des fois un diode. Alors ce que j'ai tracé ici en vertical, c'est ce qu'on appelle la normale. La normale, c'est une droite imaginaire qui est perpendiculaire à la surface. Et on a l'angle d'incidence, ce qu'on appelle l'angle d'incidence, c'est l'angle I ici, qui est entre le rayon et la normale. Attention, pas entre le rayon et le diode, mais entre le rayon et la normale. Et après, on a le rayon ici qui va être dévié, donc il va faire cette fois-ci un angle petit r avec la normale. Donc là, ici, dans ce sens-là. Et la relation est la suivante. Donc la relation de Descartes, c'est que N1 fois le sinus de l'angle I est égal au N2 fois le sinus de l'angle R. Donc N2 fois le sinus de l'angle R. Et donc ça, c'est une des lois de Descartes, parce qu'en fait, les lois de Descartes, il y en a trois, mais la formule de la loi de Descartes, c'est celle-là. N1 sinus I égale N2 sinus R. Et bien, on va voir que les mirages peuvent s'expliquer, justement, grâce à cette formule. En réalité, comme on le voit, ce qu'il faut, c'est des milieux d'indices différents. Et bien, ces milieux d'indices différents, il faut savoir qu'ils sont créés soit parce qu'on a des matières différentes, par exemple de l'air et de l'eau, mais ils peuvent aussi être créés avec des différences de température. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus la température augmente, plus l'indice d'un milieu diminue. Donc ça, c'est important à retenir et à expliquer à l'oral, c'est que l'indice d'un milieu est inversement proportionnel, alors bon, pas forcément proportionnel, mais en tout cas varie de manière inverse de la température. Et donc on va voir un petit peu ce qui se passe par exemple dans le désert. Donc imaginons qu'on est dans le désert, donc là on a du sable, et le sable, lui, généralement il est très chaud, il est beaucoup plus chaud que l'air parce qu'il absorbe beaucoup les rayons du soleil. Donc on va avoir ici une couche proche du sable qui va avoir un indice que je vais appeler par exemple N0, et après, au-dessus, on va avoir une autre couche d'indice N1 qui, elle, sera moins chaude parce qu'elle est plus éloignée du sable. Ensuite, on a une autre couche d'indice N2 qui sera encore plus froide parce qu'on sera éloigné du sable, etc., etc. Sauf qu'on a dit que plus la température augmente, plus le N diminue. Or, la température est la plus élevée en bas, c'est-à-dire que le N0, comme la température est plus élevée en bas, eh bien, il est plus petit que N1, qui est lui-même plus petit que N2, qui est lui-même plus petit que N3, etc., etc. Et donc, on voit que ça fait des couches d'indices différents, et le fait que ces indices soient différents fait qu'il va y avoir le phénomène de réfraction, même si c'est à chaque fois des couches d'air, mais c'est ça qui va faire le phénomène de réfraction. Et donc, on va voir que ça nous fait un mirage. Alors ça, c'est dans le cas du sable. Et dans le cas, par contre, de la mer, eh bien, dans le cadre de la mer, on a exactement le même principe, avec ici différentes couches, du fait que la mer, elle aussi, va, par contre, attention, à l'inverse, la mer va refroidir l'air, parce que la mer, elle est difficilement chauffée par les rayons du soleil, dans le sens où il y a un énorme volume d'eau qui est en dessous. Et donc, généralement, l'eau est plus froide que l'air ambiant. Et donc, à ce moment-là, à l'inverse, le N0, enfin la couche ici, aura une température plus faible que celle-là, qui est lui-même plus faible que celle-là, etc., etc. Donc là, au contraire, la température en bas sera plus faible, donc le N sera plus fort. Donc là, j'ai le N0 qui sera supérieur à N1, qui sera lui-même supérieur à N2, supérieur à N3, etc., etc. Mais on voit que, du coup, c'est le phénomène inverse d'ici. Et le fait que d'avoir un phénomène inverse fait que les rayons vont être déviés de manière différente. En fait, dans le cas où le N0 est plus petit que N1, etc., on va montrer par la suite que si j'ai un rayon qui arrive comme ça, après il va se rapprocher comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à être réfléchi et à revenir vers le haut.
Alors que dans le cas de la mer, au contraire, ça fait comme ça, jusqu'à atteindre un certain angle et jusqu'à redescendre. Alors là, bien sûr, je l'ai fait en forme de trait, mais si on le fait de manière, du coup, un petit peu plus réaliste, on va avoir un rayon lumineux qui va faire comme ça, alors que dans le cas d'ici, on va avoir un rayon lumineux qui va faire ça. Alors ce qui est important, c'est que l'œil humain, lui, il est ici, ou pour le coup, dans l'autre cas, il est là. Et là, on voit que le rayon arrive vers le bas, mais l'œil, du coup, ne va pas voir comme si l'objet était ici, mais comme si l'objet était là. C'est-à-dire que lui va reconstituer l'image, et donc il va voir, non pas par exemple ici un carré qui sera là, mais il va voir un carré qui sera ici. Alors que dans le cadre là, et bien là, cette fois-ci, l'objet sera au-dessus, enfin l'œil va reconstituer l'objet comme s'il était au-dessus, alors qu'il est ici. Et donc, c'est-à-dire que, imaginons que là j'ai la mer, si là j'ai un bateau, eh bien la personne qui est en face va pas le voir le bateau sur la mer, mais va voir le bateau qui vole. C'est pour ça qu'on avait notamment la fameuse, théorie, la légende du Hollandais volant, ce qu'on appelait le Hollandais volant, c'était que les marins voyaient un bateau qui volait comme ça dans le ciel, et donc ils pensaient que c'était un bateau un petit peu pirate, un petit peu fantôme. Alors qu'en réalité, c'est tout simplement un phénomène de mirage avec du coup les rayons qui étaient déviés. Alors qu'au contraire, dans le cadre du désert, on a plutôt quelque chose qui est sur le sol, et donc on va avoir l'impression que l'oasis ou je sais pas, une caravane de chameaux ou autre va être plus proche de soi, alors qu'en réalité elle est beaucoup plus éloignée. C'est pour ça que dans les films ou le dessin animé, on voit la personne qui voit une oasis qui est très proche, et donc elle se rapproche, et plus elle se rapproche, plus on a l'impression que ça s'éloigne, parce que justement il y a le phénomène de mirage qui fait qu'on ne voit pas exactement l'objet là où il est, mais le cerveau nous trompe et on reconstitue l'objet à un endroit différent de là où il est. Et donc maintenant on va voir un petit peu les calculs qui vont nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que dans ce cas-là on a les rayons qui sont déviés comme ça, alors pourquoi est-ce que dans ce cas-là nous avons les rayons qui sont déviés dans ce sens-là. Et avant de passer au calcul, juste une petite remarque qu'on peut faire à l'oral aussi, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle un milieu stratifié. C'est-à-dire que là, les différentes couches, c'est ce qu'on peut appeler des strates, avec des indices différents. Et donc là, c'est ce qu'on appelle un milieu stratifié, ce qui fait qu'on a le phénomène de mirage. Alors, les calculs, je vais les faire uniquement dans ce cas-là, parce que dans ce cas-là, c'est le même principe, mais à l'envers, donc moi, ça sert à rien que de trop se casser la tête. Et donc, on va faire dans le cas ici, où le N0 est supérieur à N1, supérieur à N2, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va modéliser tout ça, et on va pouvoir faire les calculs avec la loi de Descartes. Donc là, si on fait proprement le schéma ici, donc on va avoir dans un premier temps un axe ici qu'on peut appeler X et ici Y. Alors en réalité ça ne sert pas à grand chose ici, en tout cas dans cette vidéo, on verra une autre vidéo après où ce sera important. Ce qui est important, c'est de faire ici un premier milieu, ici un deuxième milieu, et on va faire ici un troisième milieu. Et nous, ce qu'on va faire, c'est un rayon qui part d'ici, et qui arrive là, avec un angle qu'on va appeler alpha 0, puisqu'on est dans le milieu d'indice N0. Et donc, on a ici en pointillé la normale, c'est-à-dire l'axe un peu virtuel, qui est perpendiculaire, et le rayon va être dévié. Et on va voir que ce rayon va être dévié comme ça, mais de manière plus inclinée, c'est-à-dire qu'il va se rapprocher de l'horizontale. Donc là, je vais un peu l'exagérer, je vais faire comme ça. Et donc on va avoir ici un angle alpha 1, et on va montrer que l'angle alpha 1, du coup, puisqu'il rapproche de l'horizontale, va être plus petit que alpha 0. Je rappelle toujours que N0 est supérieur à N1, qui est supérieur à N2, etc., puisque je suis dans le cas des océans, de la mer. Alors, là, il faut faire attention, parce qu'en prenant cette notation, eh bien, je vois que l'angle alpha 0 n'est pas l'angle d'incidence, puisque je rappelle que l'angle d'incidence, c'est toujours entre le rayon et la normale, et donc l'angle d'incidence, c'est celui qui est ici. C'est-à-dire que l'angle d'incidence, ici, mon fameux I, eh bien, il est égal à pi sur 2 moins alpha 0, parce que là, j'ai un triangle rectangle, et donc comme j'ai un triangle rectangle, je sais que si j'ai un angle qui vaut alpha 0, l'autre vaut pi sur 2 moins alpha 0. Et de la même manière, l'angle ici de réfraction petit r, je sais qu'il est égal à pi sur 2 moins alpha 1. Donc bien évidemment, j'aurais pu dire que alpha 1 c'était ça, mais là c'est plus logique de poser alpha 0, alpha 1, etc., qui sont ces angles-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention ici, pour la loi de Descartes, le I et le R ne sont pas alpha 0 et alpha 1. Et donc si j'applique la loi de Descartes, je sais que N0 fois sinus I est égal à N1
fois sinus de R, avec N1 qui est l'angle là, enfin l'indice ici. Maintenant, je vais remplacer le I, ça fait N0 fois sinus de pi sur 2 moins alpha 0, qui est égal à N1 fois sinus de pi sur 2 moins alpha 1. Sauf que je sais, d'après les formules de trigonométrie, notamment les angles associés, que le sinus de pi sur 2 moins x, c'est le cos de x. Donc ça fait N0 fois cosinus alpha 0 est égal à N1 fois cos de alpha 1. Donc ça, si on ne s'en souvient plus, on peut faire un petit cercle trigonométrique. Là, on se souvient, pour les angles associés, je prends un petit x. Pi sur 2 moins x, il est ici. Et donc le sinus de pi sur 2 moins x, il est ici. Et je vois qu'il est grand et positif, c'est-à-dire qu'il correspond au cosinus de x qui est là. Donc le sinus de pi sur 2 moins x, c'est bien le cosinus de x. Maintenant, ce que je peux faire, c'est dire que j'ai n0 cos alpha 0 égale n1 cos alpha 1. Or, n0 est supérieur à n1. Et donc, si j'ai deux égalités ici qui sont égales avec n0 qui est supérieur à n1, j'ai forcément le cos alpha 0 qui est plus petit que cos alpha 1. Que si cos alpha 0 est plus grand, le problème c'est que là j'ai un produit de deux termes plus grand que les deux autres, ça va forcément être plus grand. Donc nécessairement, puisque n0 est supérieur à n1, eh bien j'ai nécessairement le cos de alpha 0 qui est inférieur à cos de alpha 1. On peut aussi le montrer en faisant n0 sur n1 égale cos de alpha 1 sur cos de alpha 0. Je ne vais pas trop me casser la tête ici, hein, c'est plutôt simple, donc je le fais directement. Maintenant, attention, il faut bien se rappeler que la fonction cosinus est une fonction qui est décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Parce que là, je vais pouvoir enlever le petit schéma ici. Hein. Je rappelle que si on se met encore une fois dans le cercle trigonométrique, là, quand je monte ici, donc quand le x augmente, eh bien, je vois que le cosinus, lui, au contraire, diminue. Donc ça veut dire, comme alpha 0 et alpha 1 sont bien compris entre 0 et pi sur 2, que la fonction cosinus est une fonction décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Mais si la fonction cosinus est une fonction décroissante, à ce moment-là, quand j'enlève la fonction cosinus, eh bien, ça veut dire que je change le sens de l'inégalité. Donc là, c'est plus inférieur, c'est supérieur. On peut aussi appliquer la fonction arc cosinus, qui elle aussi est décroissante, et donc à ce moment-là, ça me donne alpha 0 supérieur à alpha 1. Mais là, on peut plutôt le voir dans le sens alpha 1 inférieur à alpha 0, et si alpha 1 est inférieur à alpha 0, ça veut bien dire que ici, l'angle est plus proche de l'horizontale qu'il ne l'était ici. Donc là, ce que je viens de montrer, c'est que quand n0 est supérieur à n1, j'ai alpha 0 qui est supérieur à alpha 1, avec les notations qui sont ici. Et donc, c'est exactement le principe que je voulais démontrer, à savoir que si je fais mes différentes couches successives, donc là j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, etc. Au début j'aurai quelque chose comme ça, ensuite ça va se rapprocher, ça va encore se rapprocher, ça va encore se rapprocher, etc. etc. Sauf que à partir d'un certain moment, j'ai dit que ça allait redescendre comme ça, et après, de manière symétrique, ça allait redescendre vers le bas. Alors, là, je vais juste expliquer pourquoi est-ce que ici, ça fait, du coup, ça se réfléchit et pourquoi ça continue pas à devenir plus horizontal. Et par contre, je vais pas redémontrer ici que ça redescend de manière symétrique, parce que ça, c'est évident. C'est juste en inversant les notations, on a juste à faire un copier-coller. Et par symétrie, à partir du moment où ici, j'aurai une réflexion et non pas une réfraction, eh bien, ça va redescendre de manière symétrique au même endroit. Donc là, je vais expliquer pourquoi est-ce que ici, on a, du coup, une réfraction, ce qu'on appelle une réflexion totale, c'est-à-dire que j'aurai plus le phénomène de réfraction, mais le phénomène de réflexion, c'est-à-dire que c'est comme un miroir, ça va se réfléchir. Donc là, on va faire des petits rappels sur l'histoire des angles limites. Parce que si on reprend, du coup, un petit peu la notation comme ici, j'ai ici mon rayon qui va être quasi horizontal, du coup, hop, on va y arriver, donc qui est comme ça, avec donc le alpha n, on va appeler alpha n ici pour dire c'est le nème rayon, donc le alpha n qui est là, c'est le même que celui qui est ici, hein. Là c'est alpha 1, mais là c'est alpha n, et donc j'ai mon angle d'incidence, comme tout à l'heure bien évidemment, qui vaut pi sur 2 moins alpha n. Alors si on reprend la loi de Descartes, donc là on va dire, alors je vais plutôt mettre alpha k, parce que c'est vrai que le n c'est l'indice, donc du coup je vais plutôt mettre alpha k, pour dire c'est la kème fois, hein, c'est l'indice. Donc ce qui va se passer, c'est que j'aurai, si ici je note nk et ici n indice k plus 1, je sais d'après les lois de Descartes que nk fois sinus i est égal à nk plus 1 fois sinus r.
Et comme on l'a vu, le i c'est pi sur 2 moins alpha k, c'est-à-dire ça va être cos k, et puis ici ça va être cos k plus 1. Donc ça fait que nk fois cos de alpha k est égal à n indice k plus 1 fois cos de alpha k plus 1. Mais il faut bien penser, attention, que à partir d'un certain moment, eh bien, j'aurai ici l'angle limite. L'angle limite, c'est quand j'arrive à quelque chose qui va me donner un angle alpha k qui va être horizontal. C'est-à-dire que le alpha k vaudra 0, parce que plus je me rapproche, et bien évidemment, plus je me rapproche de 0, plus le cosinus diminue, et à un moment, le cosinus, plus le cosinus augmente, pardon, et plus le cosinus augmente, à un moment, le cosinus, bah, il sera égal à, parce que j'aurai cos de 0, et cos de 0, ça fait 1. Donc, il y a un moment où le cosinus sera quasiment horizontal, donc le cosinus ici sera égal à 1, et j'aurai nk fois cos de alpha k, qui est égal à n indice k plus 1. Et là, je ne pourrai pas avoir de réflexion après, puisque j'aurai un cosinus qui devrait être plus grand que 1. Or, un cosinus plus grand que 1, eh bien, ça n'existe pas. Et donc, comme ça n'existe pas, eh bien, j'en déduis que j'ai le cos de alpha k qui est défini comme ça. Donc ça, c'est le alpha k en question. Ce sera égal à arc cosinus de n indice k plus 1 sur nk. Donc ça, c'est le alpha k maximal que j'aurai, qui sera égal à ça. Donc dans le cas où le cos est égal où le cos alpha k plus 1 est égal à 0. À 1, pardon, parce que le alpha k plus 1 sera égal à 0. Et donc, puisque ici j'aurai réflexion totale, eh bien je n'aurai plus de réfraction, mais j'aurai justement une réflexion. Et donc à ce moment-là, du coup, de manière symétrique, j'aurai ici alpha k, et donc ça va se réfléchir. Et donc après, bah, sur l'étape d'après, ça va se re-réfracter, mais dans l'autre sens, et donc ça va rediminuer. Donc un peu comme j'ai montré tout à l'heure, hein, et donc ça nous fera quelque chose comme ça. Tout ça, c'est le trajet du rayon lumineux. Donc voilà un petit peu tout ce que l'on peut dire sur le phénomène de mirage. Bien évidemment, là comme on l'a vu, quand le N1 est inférieur à N0, ça se rapproche, mais si on veut faire l'inverse, c'est-à-dire que le N0 est inférieur à N1, eh bien c'est très facile. Il suffit de prendre mon milieu stratifié que j'ai ici, et de dire, bah, puisque le N0 maintenant le plus grand c'est celui qui est tout en haut, et eh bien je fais la même chose, sauf que je mets le N0 en haut, le N1 en bas, etc. C'est-à-dire que là j'aurai N0, là j'aurai N1, là j'aurai N2, etc., etc. Et ce qu'on a vu, c'est que si on a un rayon qui arrive comme ça, et eh bien avec le N1, vu qu'il est plus petit, le rayon va se rapprocher de la horizontale. Donc ça va faire comme ça, ensuite ça va faire comme ça, hop, et puis petit à petit ça va se rapprocher. Et après, il y aura réflexion totale, et ça va aller vers le haut. Et bien évidemment, du coup, ça va nous donner ici quelque chose qui sera comme ça. Donc voilà un petit peu le principe général. Alors c'est sûr que le désert ou le sable, bah vous le voyez pas tout le temps, hein, parce que ça c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément dans un désert ou au niveau de la mer. Par contre, on peut avoir la même chose, par exemple, avec une route. Parce qu'une route, c'est du bitume, et souvent le bitume, il chauffe beaucoup. Et comme il chauffe beaucoup, on est plus souvent, du coup, dans le cas du désert, c'est-à-dire où on aura un rayon qui va faire comme ça. Et comme le rayon fait comme ça, c'est pour ça que des fois, on voit aussi des réflexions ou des choses qui ont l'impression de voler au niveau de la route, parce qu'on a l'impression que c'est au-dessus, alors que en réalité, ce n'est pas le cas. Encore une fois, c'est un phénomène de mirage qui est peut-être moins prononcé que dans le désert ou sur la mer, mais c'est exactement le même phénomène de mirage. Et donc après, dans une deuxième vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, on va trouver l'équation différentielle nous permettant de modéliser cette courbe, justement, de mirage. Par contre, attention, c'est plus niveau prépa. Donc pour le grand oral du bac, là, je vous conseille de juste l'évoquer en conclusion, parce que de toute façon, on ne pourrait pas faire les calculs, c'est un petit peu trop compliqué. Mais il s'agit tout simplement de donner la valeur de n en fonction de l'axe y ici. Et si on connaît le n en fonction de y, eh bien on va pouvoir connaître l'angle, enfin pas l'angle, mais plutôt la trajectoire ici du rayon lumineux. Parce que, hein, encore une fois, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que là, ce qu'on a dit, c'est N0, N1, etc. Sauf que, bien évidemment, les couches ici ne sont pas d'une certaine épaisseur. Dans le cas réel, les couches sont extrêmement faibles. C'est-à-dire qu'on va avoir des couches qui seront vraiment très 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 serrées, comme ça.
Et donc, plutôt que de dire n0, n1, n3, etc., eh bien, on va dire que dans le cas limite, on est vraiment une épaisseur qui est quasi nulle, et donc on peut définir une fonction n de y qui est égale à quelque chose en fonction de y, et donc à ce moment-là, bah, n'importe quel point où on est, on connaîtra, enfin en connaissant le y, on pourra connaître l'indice du milieu de la couche que l'on considère. Et à ce moment-là, ça donnera quelque chose de continu, et donc plutôt que d'avoir comme ça des traits qui nous donnent une courbe, eh bien on aura la même chose avec des traits qui sont de longueur très petite, et donc ça nous donnera finalement une jolie courbe comme ça. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Regarde dans la description, j'ai mis le lien vers d'autres sujets de grand oral ainsi que vers la deuxième vidéo sur les mirages. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Physique. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.